Bienvenue dans ce module 1. Alors ce module, je l'ai intitulé « Qui suis-je ?» Dans ce module, on va venir découvrir qui tu es. Tu vas venir travailler sur toi pour connaître ton vrai moi, ton vrai toi. Bon, en vrai, je vais être honnête avec toi, toi seul, tu peux connaître qui tu es. Je vous vois déjà me regarder avec vos grands yeux comme ça. Ne t'inquiète pas, je vais quand même te guider pour retrouver ton vrai moi, ton vrai toi. Avant d'exposer mon avis, j'en profite pour poser une question. Alors, est-ce que tu es tes pensées? Pose-toi la question. Est-ce que tu es tes pensées? Est-ce que tu es ton corps physique? Ou est-ce que tu t'associes à autre chose? Tu sens que tu es beaucoup plus grand que ça. Maintenant, je te donne mon avis. Après, à prendre avec des pincettes, à voir si ça résonne en toi ou pas. Ça n'engage que moi et je te demande à chaque fois de construire petit à petit ton avis. Donc mon avis, c'est que nous sommes tout d'abord une âme qui a décidé de s'incarner dans cette vie et qui s'est manifestée dans le corps de Layla, à travers le mental aussi de Layla, pour venir vivre une expérience de vie donnée. Donc cette âme-là, qui n'était pas visible, qui n'est toujours pas visible, a décidé de venir vivre une expérience de vie au sein d'une famille donnée, dans un pays donné et dans un environnement, dans la société dans laquelle elle a choisi, je dis bien elle a choisi, d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'en fait cette âme avait besoin et a besoin de exactement cette expérience de vie au sein de sa famille, avec ses parents, pour pouvoir s'éveiller spirituellement. Alors ça, c'est mon avis, c'est mon interprétation, c'est de cette manière que je vois les choses et j'aimerais bien quand même que tu te poses la question, qu'est-ce que tu es? Comment tu te considères? Tu te considères tes pensées, ton corps ou autre chose encore? Pose-toi la question. Cette âme est la partie en nous qui est connectée à ce qu'on appelle la conscience universelle, c'est-à-dire la conscience de l'univers et de la source. Alors maintenant, la question c'est, ok, si l'âme c'est ça, la vie c'est quoi? Encore une fois, je vais venir partager mon point de vue. Pour moi, la vie, en tout cas depuis quelque temps, j'ai commencé à considérer la vie comme un jeu. Pour mon propre cheminement et pour faciliter mon éveil spirituel et de développement personnel, je considère la vie aujourd'hui comme un jeu. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple que prend le docteur Emara, où il compare la vie avec un jeu vidéo. Pourquoi un jeu vidéo? Remarquez bien, dans un jeu vidéo, même si moi je ne suis pas fan de jeux vidéo et j'en fais pas, mais en général, dans un jeu vidéo, on va avoir des obstacles, des challenges à relever. Et bien, l'équivalent des obstacles et des challenges à relever dans la vraie vie, c'est tout simplement les problèmes, les difficultés qu'on rencontre. Ok, on les appelle problèmes, on pourrait aussi les appeler challenges ou opportunités à grandir. D'où l'intérêt de comparer la vie à un jeu vidéo. Ça vous permet de voir les choses différemment. C'est-à-dire, quand un obstacle ou quand un, entre guillemets, problème se présente à vous, au lieu de se dire « Ah, mince, comment je vais faire? Ma vie va être toute chamboulée. » Tu vas plutôt te dire « Ok, si cet événement se présente à moi, c'est que quelque part, je suis capable de le dépasser et que peut-être, quelque part, il existe un cadeau caché derrière ce challenge. » Voilà, donc c'était ma philosophie par rapport à l'âme, par rapport à qui on est, mais aussi par rapport à la vie. Donc pour résumer, personnellement, je me considère beaucoup plus que mon corps, même si mon corps me représente vis-à-vis de toi, vis-à-vis de vous. Et en même temps, je considère la vie comme un jeu qu'on est venu jouer pour s'éveiller, pour grandir et pour relever certains défis. Passons maintenant à ton vrai moi, parce qu'on est là pour ça. Deepak Chopra parle d'un moi qui n'a peur de rien, un moi où tout est possible, un moi qui existe lorsqu'on est silencieux, lorsque notre mental est calmé. Il parle d'un moi qui ne s'identifie pas aux éléments extérieurs ni aux objets, c'est-à-dire il ne va pas s'identifier à sa maison, à ses vêtements ou à tout ce qu'il possède, mais il va plutôt s'identifier à sa force intérieure. Ce moi, on le découvre justement par le silence. On va venir petit à petit voir comment on va rencontrer ton vrai moi. Alors c'est un moi qui ne se compare pas. C'est un moi qui sait au fond de lui qu'il est capable de tout réaliser. Il est confiant,
et il sait aussi qu'il est unique. Donc à partir de maintenant, je vais te demander de faire très attention à ce que tu vas utiliser après les deux mots « je suis ». D'accord? Donc si tu as tendance à dire « je suis nerveuse »,« je suis irritable »,« je suis fatiguée »,« je ne suis pas à ma place », je suis, tous les je suis négatives, tu ne vas faire que contribuer à la création des mots que tu mets derrière les deux mots je suis. Donc à partir de maintenant, tu vas t'engager à utiliser que ce que tu souhaites être et souhaites vibrer derrière les deux mots je suis. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi et l'importance de faire attention aux mots qu'on utilise après je suis. Donc au lieu de dire « je suis nerveuse », tu vas te dire « je suis de plus en plus calme ». Au lieu de dire « je suis en manque de confiance », tu vas dire « je suis de plus en plus confiante ». C'est un exercice, c'est un premier exercice que je te donne à appliquer. Maintenant, je vais venir t'expliquer pourquoi il est important de faire attention à tout ce qu'on dit derrière les deux mots « je suis ». Dans le modèle systémique d'adaptation établi par Robert Dilts grâce aux travaux de Gregory Bateson, on a une sorte de pyramide hiérarchique dans laquelle on va venir placer le processus de nos pensées. Alors, au tout premier niveau, on a le niveau de l'environnement. L'environnement dans lequel on grandit, où, quand, comment et avec qui on évolue. En deux, on va venir trouver le comportement. Le comportement, c'est-à-dire comment je réagis, comment je me comporte face à une situation donnée. En 3, on va venir voir les capacités, ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. En 4, on va venir retrouver nos croyances et nos valeurs. Nos croyances et nos valeurs, c'est le pourquoi je fais les choses ainsi. Pour arriver au sommet de la pyramide, pour retrouver notre identité. Notre identité, c'est là où se situe le qui suis-je, mon projet de vie. Et enfin, on va s'ouvrir à ce qu'on appelle les milieux, le niveau d'appartenance, c'est-à-dire le ou les groupes auxquels on appartient, avec qui on partage les valeurs. Ce système permet de repérer facilement où se situe le problème pour venir le traiter au mieux. Alors les lois, les règles de cette approche sont au nombre de 5. Première règle, c'est que on ne traite jamais un problème dans le niveau hiérarchique où il existe. On le traite dans le niveau supérieur. Je vous donnerai un peu plus tard quelques exemples. Deuxième règle, c'est que quand on a un changement dans un niveau hiérarchique, le changement va s'opérer dans tous les niveaux plus bas, les niveaux inférieurs. Troisième point, l'écologie interne est respectée lorsque les niveaux identité, valeurs, capacité et comportement sont cohérents. Et puis l'écologie externe maintenant est respectée lorsque ces niveaux-là sont cohérents et consistants avec le niveau hiérarchique de l'environnement et aussi le niveau de l'appartenance, les groupes auxquels on appartient. En dernier, chaque niveau est régi par des lois propres. On n'utilise pas les mêmes outils, les mêmes techniques pour traiter les problèmes à des niveaux différents. Je vais maintenant vous donner quelques exemples pratiques pour que ça soit plus parlant. Je vais partager avec vous des exemples qu'on nous a donnés pendant les formations en programmation neurolinguistique. Le premier exemple, c'est par exemple, vous avez votre voiture qui tombe en panne. Là, c'est un problème, à votre avis, qui est à quel niveau? C'est au niveau de l'environnement, tout à fait. Au niveau de l'environnement. Et donc, on a deux possibilités. Soit je sais réparer ma voiture et donc mon comportement va être de réparer la voiture, soit je ne sais pas et donc mon comportement va être d'appeler quelqu'un ou de me diriger vers un spécialiste pour réparer ma voiture. L'exemple a l'air tout simple comme ça, mais c'est pour vous expliquer que pour traiter un problème qui se situe au niveau de l'environnement, il faut monter au niveau supérieur pour pouvoir le traiter. Deuxième exemple, à la fin de notre formation en programmation neurolinguistique, tout le monde a pu acquérir cette nouvelle technique. Néanmoins, certaines personnes ont tout de suite commencé à mettre en pratique la PNL, d'autres ne l'ont pas mise en pratique. Alors, à votre avis, pourquoi? On revient à cette pyramide. Donc la capacité a été acquise, la capacité d'apprendre une nouvelle compétence, donc d'apprendre la PNL, cette case est cochée.
Il ne sert à rien de refaire la technique, de refaire la formation en programmation neurolinguistique parce que le problème se situe un peu plus haut. Donc le problème en réalité, il se situe au niveau des valeurs. Je pense que vous êtes en train de comprendre cet exemple. La PNL, comme certains le savent ou pas, la PNL a cette réputation de manipuler les gens. Donc qui dit manipuler, c'est plutôt négatif. Et donc quelque part, il faut remonter au niveau des valeurs pour comprendre qu'est-ce qui bloque chez cette personne-là, c'est chez personnes qui n'arrivent pas à utiliser la PNL. Donc il y a une certaine incohérence entre la capacité d'utiliser la PNL et une de leurs valeurs. On va du coup venir travailler sur la croyance ou la pensée limitante. Par exemple, si cette personne pense que la PNL est une technique de manipulation, eh ben, on va venir travailler avec cette personne sur cette croyance pour venir la désinstaller petit à petit et la remplacer avec une nouvelle croyance qui va être, par exemple, la PNL sert à être dans une communication efficace, nous permet d'être sincèrement à l'écoute de l'autre pour pouvoir déclencher en lui une envie de changer, de se transformer en semant des graines. Voilà, ça peut être tout à fait une croyance qui est cohérente avec une de ces valeurs. Pour finir, je vais vous demander de faire attention et surtout de faire la différence entre ce que je suis et ce que je fais. On a tendance à dire je suis asthmatique pour les gens qui font de l'asthme. On a tendance à dire je suis dépressif pour des personnes qui sont passées par des épisodes et des phases de dépression. Tout symptôme, mais gardez ça bien en tête, tout symptôme est un comportement. Donc remettez bien les symptômes au niveau du comportement. Vous comprenez bien, en fonction de la pyramide, il est beaucoup plus difficile d'agir en haut de la pyramide que d'agir sur des problèmes qui sont en bas de la pyramide. Et donc c'est très important de bien situer le problème et de le remettre à sa place. On a souvent tendance à faire cette confusion entre ce que je suis et ce que je fais. Et ça, vous pouvez à la fois l'utiliser pour vous, mais aussi pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour éviter d'associer la problématique ou le symptôme à l'identité de la personne. Donc en résumé, votre premier exercice va être de bien faire attention à ce que vous utilisez après les deux mots « je suis ». Après, vous allez venir pratiquer le silence. Oui, vous allez dire « oh là là, Leïla, qu'est-ce qu'elle nous demande ?» Mais oui, c'est important. Si vous voulez vraiment voir une vraie progression dans votre vie, c'est important de pratiquer le silence et de commencer à calmer votre mental. Donc, vous allez vous entraîner, vous allez prendre quelques minutes le matin, idéalement, avant de prendre votre petit-déj, des moments pour vous, pour pratiquer le silence, et quelques minutes le soir, avant de vous coucher, pour pratiquer le silence. Donc pour ça, vous allez suivre les audios de méditation que je vous aurai fournis, que vous aurez dans votre espace de travail. En deux, vous allez pratiquer ce que j'appelle le non-jugement. C'est une pratique en fait que recommande beaucoup Deepak Chopra. Le non-jugement, c'est quoi? Dans la vie est faite de beaucoup de circonstances, d'événements. Et en général, tout dans la vie a deux polarités. Une polarité négative et une polarité positive. Le non-jugement consiste à rester dans la neutralité. Ouais, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous demande? Ça veut dire quoi, neutralité? Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple. Tu as rendez-vous à 14h avec un de tes collègues. 14h arrive, sauf que ton collègue n'est pas là. Il va arriver, il te dit qu'il sera là à 14h15. Le fait en lui-même est neutre. Suivez-moi jusqu'au bout. Le fait, oui j'insiste, le fait est neutre. Il n'est ni positif ni négatif. À cette circonstance-là, à cet événement, je vais venir associer une pensée. Certaines personnes vont dire « ah là là, mais il ne respecte pas les horaires, il n'est pas ponctuel, ça va pas du tout, ça m'énerve, je suis dans l'incompréhension, je ne comprends pas, ça me met en colère ». Une autre catégorie de personnes va venir dire « ok, ça me laisse 15 minutes pour faire autre chose pour moi ». Est-ce que vous voyez bien là où je veux en venir? Le fait, il est neutre, on part d'une circonstance qui est neutre, à laquelle on va venir associer une pensée
Et la pensée, elle va venir mettre la polarité à cet événement, une polarité négative ou bien une polarité positive. Alors le non-jugement consiste à revenir tout le temps à cette neutralité, c'est-à-dire ne plus nommer, ne plus dire si c'est bon ou c'est mauvais. Je sais que c'est extrêmement dur, donc vous allez venir à votre rythme pratiquer petit à petit le non-jugement. Vous pouvez noter dans votre bloc-notes de lumière les événements qui se sont déroulés dans votre vie, mettre les pensées qui se sont associées aux événements et puis revenir tout de suite, décider et dire aujourd'hui, je décide pendant 1 heure, pendant 2 heures, allez-y petit à petit, progressivement, je décide d'être dans la neutralité, le non-jugement. Alors, en quoi cette pratique est intéressante? En fait, le non-jugement, ça va vous apprendre à arrêter d'abord de vous juger vous-même, à vous accepter. Après, arrêtez de juger ou bien commencez à observer du moins votre façon de juger votre monde extérieur, que ce soit les événements, que ce soit vos proches ou les gens qui vous entourent, et de revenir très rapidement à une sorte de neutralité, voire à un jugement positif. Donc entraînez-vous à faire ça. N'oubliez pas de noter qu'est-ce que ça vous procure, comment vous avancez et surtout avancez petit à petit à votre rythme. À votre rythme, il est très important de progresser, de se laisser le temps de faire son propre cheminement. Voilà, c'était tout pour le module 1. Pour résumer, vos exercices vont être je suis. Vous complétez par des mots positifs, ce que vous souhaitez réellement être et vibrer. En 2, le silence. Pratiquez le silence quelques minutes le matin et le soir. En 3, le non-jugement. Le non-jugement, petit à petit, à votre rythme. Vous commencez par une petite heure dans votre journée, puis 2 heures, puis toute la journée. Voilà, c'était tout pour le module 1. Surtout, une seule recommandation de ma part, prenez plaisir à faire ces exercices. Je vous embrasse et rendez-vous dans le module 2.